Michel Blanchard, bonjour. Bonjour et merci de nous accueillir aujourd'hui à la Maison d'Erel. J'aimerais tout d'abord que nous fassions connaissance pour celles et ceux qui vont nous regarder et nous écouter aujourd'hui. La Maison d'Erel aura bientôt 30 ans. Ouais. Et vous-même, vous êtes ici depuis les tout débuts de la Maison d'Erel. C'est-à-dire que, alors que vous étiez encore une toute jeune travailleuse sociale, que vous avez donc embarqué dans ce projet qui est devenu la Maison d'Erel et qui, à l'époque, était confronté effectivement à cette maladie nouvelle que l'on connaissait mal, très peu même, et qui malheureusement se traduisait par de très nombreux décès. C'était il y a donc bientôt 30 ans. Alors, ce qui nous intéresserait de savoir, Michel Blanchard, c'est comment avez-vous vécu les débuts de la Maison d'Erel en particulier? Vous étiez donc une toute jeune femme, vous étiez amoureuse de la vie, vous l'êtes toujours, mais vous étiez aussi confrontée à la mort. Comment est-ce que vous conciliez la vie et la mort au quotidien? En fait, honnêtement, je crois que l'équipe et moi, on ne savait pas vraiment dans quoi on était. C'était une situation tellement catastrophique pour les gens qui vivaient avec le VIH-Sida et surtout les milieux hospitaliers qui étaient désemparés. Et ça m'a pris par surprise comme travailleuse sociale de voir que des gens mouraient dans l'anonymat, dans la honte, humiliés. Je pense que je ne m'attendais pas du tout, ni l'équipe, à voir ceci se vivre de cette façon, dans une communauté d'hommes majoritairement gays. Alors j'étais au début ici comme bénévole, ensuite à temps partiel, pour après m'impliquer de plus en plus. Je pense qu'on était un groupe de militants. Militants pour le droit de mourir dans la dignité, militants pour le droit de vivre le segment de cette partie de vie avec un peu de soutien. Les parents n'étaient pas présents, les familles n'étaient pas là. Donc la Maison d'Erel a été un peu pilote comme ressource d'hébergement, sans trop savoir l'aventure dans laquelle on était. Et moi, j'ai été confrontée à cet âge-là à, en effet, voir des gens mourir parfois 3, 5 par semaine. Et je portais un enfant toute jeune. J'étais dans ma jeune grossesse, alors ça m'a confrontée à voir la vie en moi, puis voir la mort si proche, qui n'était pas une mauvaise chose, parce que je crois qu'on la met en dehors de nos vies. On souhaite que ça ne nous arrive jamais, ni pour nos proches, ni pour soi. J'ai été vraiment, vraiment heurtée. C'était un tsunami pour moi, cette expérience. Mais je crois que l'équipe s'est roulé les manches et on a dit on fonce. On a tenté de tranquillement instaurer un lieu de vie et on a vu la différence pour les gens de se sentir quelqu'un malgré la déchéance physique, malgré le rejet du monde du travail, du monde des amis, de la famille. Et ça m'a bouleversée. Bouleversée de croire qu'on pourrait laisser mourir des gens autrement, dans des conditions aussi indignes. Alors, je pense qu'on était indignes. J'étais indignée par ça. Ça m'a portée, ça m'a beaucoup, beaucoup portée parce que j'ai vu la différence. Non pas seulement au niveau des soins, de l'approche des soins médicaux, mais du fait qu'il y ait des gens autour, du fait que les hommes, à cette époque-là, sentaient qu'ils étaient encore quelqu'un. Alors, je me suis dit, mais tout est possible. Et en plus, on avait le devoir que moi j'ai porté très fort, le devoir de défendre les droits des gens, d'avoir accès à l'hôpital, d'avoir accès à des soins, d'avoir accès à un soutien socio-économique. Tout ce volet était à développer dans les années 88-89. Ça m'a porté. Je croyais y rester 50, tu vois, et vous voyez, puis ça fait presque 30 ans que j'y suis. Et ça me porte encore aujourd'hui. J'ai la flamme, j'ai la passion parce que nous sommes nombreux à croire dans l'humain, à croire que tout est possible quand on est une chaîne de gens, bénévoles, intervenants. Le milieu politique aussi nous a soutenus, le milieu religieux nous a soutenus pendant certaines années. C'était de voir toute cette chaîne d'humanitude, d'humains, porter cette cause qui m'a beaucoup touchée. On disait à l'époque, c'était comme la lèpre.
hein. On rejetait les gens comme s'ils étaient vraiment des lépreux. On en avait peur. Absolument. Alors, c'était une période dans ma vie qui m'a vraiment, vraiment bouleversée et qui m'a rapprochée du sens de la vie, définitivement. En ayant un enfant aussi qui est né à peu près dans les mêmes années, qui a touché tout ça avec moi, le sens de la communauté, le sens aussi de l'inclusion, de dire tout le monde a droit de vivre cette étape dans la vie avec autant de difficultés à voir que... Moi, je me souviens des gars qui disaient, Michel, je me sentais comme une poubelle. Et quand on touche à cette perte d'estime de soi pour des gens qui ont été des professionnels, des gens qui ont eu un boulot, des amoureux, qui ont eu une famille et qui se retrouvaient complètement isolés, c'était inconcevable dans ma tête. Absolument inconcevable. Est-ce qu'on laisserait un enfant naître seul? On ne peut pas. Est-ce qu'on laisse quelqu'un mourir seul? Pour moi, ça avait exactement la même dimension. Et quand j'ai vu qu'on était des équipes de personnes à dire « il faut défendre ça », on a embarqué dans cette galère, non sans difficulté, mais toujours avec la même passion, je pense. C'est pour ça qu'on est encore là. Ce que j'aimerais vous demander, Michel, et nous sommes évidemment très touchés par ce que vous nous dites et la fougue, la passion avec laquelle vous nous le dites. Ce que j'aimerais vous demander maintenant, c'est, à travers toutes ces années passées à la tête de la Maison d'Erel, qu'est-ce que, selon vous, la Maison d'Erel, à travers tout ce que vous y avez vécu, a changé en vous? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Quel impact ça a eu dans votre vie? Je pense que c'est un gros travail sur soi parce que ça demande énormément de moments d'humilité. Il n'y a pas rien qui peut se faire seul. Parfois, on voudrait changer les choses, mais c'est impossible de le faire seul. Et ça nous ramène aussi la vulnérabilité. Moi, je me souviens de me sentir physiquement pas bien avec différents petits malaises, un peu de bronchite, etc., et de m'en plaindre royalement, et de voir ces gars et ces femmes se lever tous les matins, faire face au groupe pour déjeuner, au groupe pour dîner ensemble. Et je me dis, mais ça, ils étaient mes héros à les regarder tous les matins, faire cet effort de rester dans la vie malgré une perte énorme de force physique. Ça m'a bougé à essayer d'être un peu plus acceptante de la vulnérabilité qu'on peut... Et de demander de l'aide dans cette vulnérabilité-là. Je crois moi, j'ai beaucoup d'orgueil. J'aurais trouvé ça difficile de me faire accompagner, comme tous ces gens acceptent aussi beaucoup, de dire, bon, je ne peux plus le faire seul. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin qu'on me prenne un peu pour un temps. Et ensuite, aujourd'hui, on voit la différence avec les gens qui peuvent, avec la médication, s'en sortir. Et pour un petit coup de pouce de peut-être quelques mois, peut-être 8 mois, 9 mois, reprendre leur autonomie, c'est extraordinaire, c'est des belles histoires. Mais il faut accepter d'être vulnérable pour un temps et accepter la communauté autour de soi. Ça m'a fait travailler fort sur mon orgueil. Entre autres. Pardon, merci, effectivement, ça doit être une belle leçon d'humilité. Et ce que j'aimerais que nous abordions maintenant, évidemment, c'est, à travers toutes ces années, la maladie, ou plutôt les traitements de cette maladie ont évolué. Sans que nous ayons aujourd'hui de réponse miracle, il n'y a toujours pas de vaccin contre le sida. Il y a néanmoins eu une évolution des traitements qui a sans doute changé le paysage de la maladie, des personnes affectées, de leurs besoins. Comment est-ce que vous, chez d'Erel, à la Maison d'Erel plutôt, est-ce que vous avez vécu cette évolution? Comment et par quoi ça se traduit, par exemple? En fait, à partir des années, disons 1996, 2000, on a senti un gros mouvement parce que la médication faisait de plus en plus effet positivement. Moins de décès, Dieu merci.
Et nous, on a senti, bon, alors les gens arrivent de l'hôpital, ils sont mal en point, mais après 4-5 mois, ils vont aller où? Alors, on s'est dit, c'est bien beau de donner toute cette possibilité de regain de santé physique, mais qu'est-ce qui arrive au niveau social, au niveau psychosocial? Et les gens étaient laissés, ils avaient abandonné leur logement, ils n'avaient plus de famille, ils n'avaient plus de travail, ils n'avaient plus de moyens financiers. Donc, on a ouvert 2 sites d'hébergement à 2 endroits différents de Montréal, adaptés pour les niveaux de besoins. Et ça a tout modifié le portrait. Ça a donné aussi un élan pour les gens de dire, bon, ben c'est pas fini. Si je peux au moins stabiliser ma santé, j'ai une autre étape que je peux vivre dans la communauté en tant que citoyen, à part entière. Et ça, nous étions contents de pouvoir contribuer à développer ces 2 ressources qui nous permettent un parc de logements adapté selon les besoins. On a aussi développé des médecines ou des approches complémentaires de la santé qui donnent un peu le même message que si tu veux, tu as moyen toi aussi de prendre soin de ta santé selon tes choix au niveau d'approches traditionnelles et ou d'approches complémentaires avec des produits à base d'herbes qui ont fait leurs preuves. Par exemple, quelqu'un qui dit « moi, je n'arrive pas à dormir », plutôt que de prendre un médicament tout de suite, un somnifère. Aujourd'hui, la maison peut dire fièrement qu'on peut offrir autre chose, comme un produit qui s'appelle le Calmix. Et les résidents ou les locataires disent « est-ce qu'on a une petite fiole que je pourrais prendre au lieu de tout de suite aller vers une médication ?» Donc tout ça, ça touche l'éducation. Comment je prends soin de mon corps? Comment je prends soin de ma vie sociale? Comment je prends soin de mes proches et mes activités? Comment je peux retrouver mes passions? Alors ça a été une belle nouvelle étape pour donner une qualité de vie aux gens qui ont perdu certaines forces physiques, certaines capacités, mais néanmoins qui ont quand même la possibilité de retourner à une vie presque normale. Ça, c'était un bon moment pour nous. Et c'est là-dedans que l'accompagnement s'est annoncé beaucoup plus intéressant. Moins de décès, on en a encore, mais moins de décès, heureusement, mais plus de gens qui, avec des difficultés, arrivent à se trouver une niche et moins isolés. Ça, c'était vraiment un tournant pour nous. Et donc, face à cette nouvelle réalité, comment, Michel Blanchard, comment voyez-vous l'avenir de la Maison des Rêles pour les prochaines années? Est-ce que c'est à nouveau vers d'autres sites satellites que vous voyez son développement? Je crois que la maison a gagné une expertise extraordinaire dans cette aventure. Je crois aussi qu'il y a toute une communauté d'hommes qui vieillissent en ayant été porteurs depuis bien des années, qui me disent aujourd'hui, moi, en vieillissant, j'aurais bien besoin que des rêves soient encore là pour moi. Pourquoi? Parce qu'il s'annonce que ce n'est pas le VIH qui va être le problème majeur, mais d'autres maladies associées comme le cancer, des pertes d'autonomie cognitive, etc. Donc, je crois qu'on a encore quelques années à soutenir cette communauté. Et espérons-le que l'expertise peut être transférée à tout autre besoin pour d'autres types de problèmes éventuellement de perte d'autonomie. Moi, je crois qu'on a été dans l'histoire du VIH des pionniers. Je crois qu'on a encore à terminer ce qu'on a terminé, mais possiblement la maison aurait à offrir ça pour d'autres types de problèmes connexes, qui sait. Mais la communauté va avoir à prendre la décision, le politique, le niveau administratif, le niveau va avoir à prendre la décision comment faire profiter toute cette expérience des dernières 30 années. Je pense qu'on a encore un boulot à faire, mais ça vaut la peine de ne pas arrêter parce qu'on voit les résultats et on est vraiment prêt à y mettre encore la main à la pâte. Merci infiniment d'avoir partagé avec nous aujourd'hui toute cette expérience et nous serons toujours heureux de suivre évidemment les développements de Michel Blanchard et de la Maison des Rêles. Merci à nouveau. Merci.